Bookmakers. Les écrivains au travail par Richard Guettet Sur Arte Radio. Un jeune garçon, Labidi, entra à l'école. Le premier jour, le maître réunit tous les enfants et leur donna leur première leçon. C'était la ligne droite, le 1. Pendant plusieurs jours, Labidi traça des lignes droites. Les autres enfants étaient passés aux leçons suivantes, mais Labidi continuait à faire des 1. Le maître vint le trouver. « As-tu terminé ta leçon ?»« Non, j'apprends encore le 1. » Une semaine plus tard, le maître lui demanda s'il avait fini, et Labidi répondit que non. Il fut renvoyé de l'école. Il n'était pas capable d'être un élève. Labidi continua chez ses parents. Toute la journée, il faisait le même exercice. Il disait « J'apprends ma leçon. Je l'étudie. Quand je la saurai, j'apprendrai la suivante. » Les parents se lassèrent, puis se fâchèrent. Alors, Labidi s'en alla. Il quitta sa maison, où il avait tant déçu ses parents, et partit dans la montagne. Il vécut de fruits sauvages et de racines. Longtemps plus tard, il revint au village et rencontra le maître d'école. Il lui dit « Je crois que j'ai appris ma leçon. Dites-moi si c'est vrai. » Il s'approcha d'un mur blanc, et quand il traça sa ligne, le mur se fendit en deux. En 2016, pour l'album Le mystère d'Énigmes, Claude Ponty met en scène la catastrophe d'une tribu de souris archivistes. Dans leur grand livre, toutes les lettres sont soudain remplacées par des pattes de mouches. Qui a bien pu commettre ce crime linguistique ? Les mouches ? Pourquoi cette violence contre les mots ? Comment retrouver les pages perdues ? Et l'auteur, maître du sous-texte symbolique, de s'interroger avec nous. Sans la mémoire de ce qui est arrivé, comment savoir ce qu'on a détesté et le refuser ? 11 ans plus tôt, en 1995, Claude Ponty publie aux éditions de l'Olivier un premier roman dont nous déconseillons la lecture aux enfants. Dans Les Pieds Bleus, vendu à 25 000 exemplaires, le dessinateur se dévoile sous les traits d'Hercule, adolescent d'un village des Vosges, au début des années 60. Il évoque frontalement les sévices d'un père qui signe son gosse à coups de rallonge électrique, les ravages de l'alcoolisme, la démission d'une mère, le racisme ordinaire, l'âcre triomphe du ressentiment et les abus d'un grand-père à la vieille peau de linge sale pourri qui menace de le tuer si le secret de l'inceste est révélé. Sans oublier des histoires lugubres liées à l'occupation, découvertes par hasard par Hercule et ses copains, qui se consolent en rêvant d'être apaches dans les grottes souterraines du territoire Pieds Bleus. Dans ce troisième et dernier épisode, Claude Ponty revient sur la rage qui l'animait au moment d'écrire en 3 mois ce roman taillé au couteau, si triste et si puissant, qui permet sans doute de mieux appréhender sa fabrique de monstres en pagaille. Citons par exemple le point-horreur, le surgonflant, ou cet horribilifiant géant qui casse-brise tout ce qui est beau, tendre, doux, aimable. Nous nous attarderons enfin sur les méthodes de travail de ce pionnier de l'écriture inclusive, particulièrement en avance sur la question du genre de ses héroïns et héroïnes. Tendez l'oreille, c'est extra foudingue. Il y a tant de choses à écouter derrière la porte de l'auteur de l'Écoute aux portes. Claude Ponty, sur la mécanique de l'écriture, une fois que vous avez votre histoire, vous fabriquez un chemin de fer, c'est-à-dire les dessins qui sont prévus dans l'ordre le plus naturel, et c'est seulement à cette étape que vous écrivez le texte définitif sous les images ? Le chemin de fer, c'est rare que j'aille jusqu'au bout. Je note dans des coins des esquisses du dessin, et puis quelques bouts de phrases qui me paraissent importantes, parce que juste, c'est mieux dit que dessiné. Et après, la nature
physique des albums fait que il faut que je fasse les dessins jusqu'à un certain point, au moins les crayonner, pour savoir ce qui me reste comme place pour le texte. Donc souvent, le texte, quoi que je sache ce que je veux dire, je le fais après les dessins. C'est quand même plutôt conçu en partenariat. En simultané. Texte-image, et ils s'entendent bien. Vous faites souvent plusieurs versions de ces textes-là, une fois que les dessins existent? Je fais une version qui en général est trop longue, et puis je retravaille, je la passe à mon éditrice actuelle, Christelle Renaud. Elle va me dire, oui, mais bon, ça, tu l'as dit 2 fois, ça... Elle est très, très délicate et attentive. Elle me dit, oui, alors là, page tant, tu dis ça, mais je me demande si, peut-être... C'est extrêmement rare qu'elle se trompe. Mais il peut y avoir des problèmes tout couillons, du genre, page de gauche, tu dis ça, et en fait, c'est dans le dessin de la page de droite. Donc, voilà. Après, il y a le passage correcteur. Ou correctrice, en général, c'est beaucoup des correctrices. Donc là, on est dans le français soutenu. Mais si je veux, je mets 2 points d'exclamation. T'as rien à dire. Ou alors, non, mais j'ai fait exprès parce que j'applique la règle. C'est pas le masculin qui l'emporte. Je fais exprès des fois. Je mets plusieurs mots les uns derrière les autres. 3 masculins et je finis sur un féminin. Et je mets tout au féminin. Je trouve ça rigolo et juste en plus. Comme je passe pour un peu barge, on m'accorde beaucoup de... Enfin, j'ai pas à discuter beaucoup. Vous avez découvert assez tard que vous êtes probablement dyslexique. Oui. Ce trouble de la lecture a toujours été là? Le problème de ma dyslexie à moi, c'est de lire la première syllabe du mot suivant. Ça m'arrive beaucoup en écrivant. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est de la dyslexie, mais moi, ça me plaît bien de dire ça comme ça. Vous avez tendance, grâce en quelque sorte à cette dyslexie, à mélanger les syllabes, à entendre les choses de travers. Ouais. Vous fabriquez des jeux de mots à longueur de temps, sans le faire exprès parfois. Il y en a, je fais pas exprès, mais quand ils sont bien, je les garde. Toujours pour créer des noms et des mots, vous avez beaucoup écouté la façon dont votre fille, ses copains et ses copines construisaient leurs phrases, leur raisonnement d'enfant. Oui. Par exemple, ma fille avait une copine, je devais avoir 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Enfin, elle parlait bien. Sa copine, pour parler d'un cimetière, elle a dit un cimetière. C'est très beau. C'est magnifique. C'est ça qui m'intéresse. La première phrase, en tant que phrase de ma fille. Bon, je vais faire un peu le parisien. On est au jardin du Palais Royal. Après les colonnes de Buren, il y a 2 fontaines. Là. L'eau était un peu glauque et il y avait de l'écume. Et ma fille me montre l'écume et elle me dit moustache. Où est-ce qu'elle voit une moustache? Il n'y a pas de moustache. Et alors elle insiste, moustache. Et puis là, elle sépare les mots. Elle me dit moustache. Sa première phrase. Donc c'est une condensation. Je vois une tache de mousse qui flotte sur l'eau. Un autre truc aussi, c'est à Paris, on habite au 6e étage, avec des fenêtres et des tout petits balcons comme il y a à Paris. Et ma fille, elle fait un truc qui me plaît pas trop, mais qui est pas grave, quoi. Et je lui dis, oh, mais si tu recommences, je te jette par la fenêtre. Et elle me répond, si tu me jettes par la fenêtre, moi je remonte et je te jette par la fenêtre. Mmh. Là, j'ai dit, ok, mais alors si tu remontes et que tu me jettes par la fenêtre, moi je te rejette par la fenêtre et je te mets des clous et des glaçons dans les poches. Elle me dit, si tu fais ça, je remonte et ça dure 10 minutes. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, elle n'envisage pas de la souffrance, elle n'envisage pas des os cassés, elle n'envisage pas la mort, elle n'envisage pas la douleur. Elle voit juste un truc marrant, si je te jette, je te rejette et je te rejette. Quelques années plus tard, elle se sera un peu cassé la figure, elle aura eu des bleus aux genoux et tout, et elle ne pourra plus raconter ça. Il y a des âges, on peut redire les choses, mais là, il va falloir faire attention et redire un peu autrement, et ça me passionne. Chez vous, les noms et les mots bizarres se fabriquent par association d'idées, son, langue, liste, série, découpage, brassage, réassemblage, déclinaison, télescopage, opposition, court-circuitation, inversion, logorée anarchique, illumination, exaspération, improvisation, recherche laborieuse, jusqu'à parfois 15 jours pour un mot.
Il faut faire des listes, dites-vous, travailler dans un champ sémantique pour voir ce qu'on peut en tirer. Je donne des exemples. Il y a des noms basés sur des jeux de mots et inversions. Martin Réveil dans Okilélé, la carpe et Diem dans Schmélélé et le génie des larmes. Il y a des noms fabriqués par la fonction, Roule-Baraque dans La revanche de Lily Prune, Slip au dodo dans 1000 secrets de Poussin, l'éclair-tout, une lampe qui donne des idées à ceux qui n'en ont pas, la mamarapluie qui aide à penser comme une maman, abri contre les pluies de critiques, susurre du réconfort. C'est des choses qui viennent intuitivement, mais quand même par épuisement du sujet, par liste. L'intuition, ça surgit pas comme ça. Il y a tout ce qu'on a pu penser, et à un moment, les choses se mettent en place. On a l'impression que l'idée surgit, mais elle s'est juste fabriquée tranquillement dans le cerveau. Quand le vent souffle, les Twims se dispersent un peu partout dans la vallée. Le premier Twims, celui qui est le plus loin, raconte une histoire. Soyotte a fait un clafoutis aux cerises et l'a caché sous son lit. Je l'ai goûté, il est fameux. Je l'ai caché ailleurs. Qui en veut ? Quand le vent apporte cette histoire au deuxième Twims, elle a déjà changé. Soyotte a fait un chatouillis en crise et a craché sous son lit. Dégoûtée, elle a fait « Meuh » chez le tailleur qui est vieux. Le deuxième Twims la raconte à son tour, et le vent la change encore. Le coyote a vu un chat rouillé en chemise et l'a couché dans son nid. Il a fait mieux chez ma sœur, qui mange des pneus. Claude Ponty, Ma Vallée. Une question de notre dessinateur maison Sylvain Cabot qui réalise pour chaque numéro de Bookmaker les portraits des invités. Cher Monsieur Ponty, y a-t-il un élément, un sujet que vous évitez secrètement de dessiner parce que vous n'aimez pas, parce que vous ne savez pas dessiner cette chose-là ? Je suis pas bon du tout en être humain. J'ai pratiquement à peine dessiné ma fille ou sa mère, ce qui fait que tous mes gens sont des hybrides. J'ai l'avantage d'être auteur de ces livres. Dans l'histoire, s'il y a quelque chose que je ne sais pas faire, je ne le mets pas. Tout simplement. Oui. Je m'engueule qu'avec moi. Donc, je suis assez conciliant avec moi. Pour venir, Claude Ponty, jusqu'à votre atelier, dans la Sarthe, nous avons emprunté une voiture à un couple d'amis. Or, ce couple d'amis, ils ont 2 petites filles, dont la plus grande, Lison, qui a 10 ans, a écrit une lettre pour vous avec des questions. Ah. Je ne sais pas ce que contient l'enveloppe que je vais vous tendre. Est-ce que vous êtes d'accord pour y répondre ? Oh, elle a fait l'enveloppe elle-même. Très belle enveloppe. Alors, il y a un petit poussin collé rajouté dessus. J'ai un cœur pour Claude Ponty. Pourrais-tu me dédicacer mon livre La Tempête ? Merci d'avance. Moi, ça, je peux. Merci pour les bons moments de lecture. Tu nous tournes boule l'esprit dans les bons sens. Oh, c'est sympa. Parmi tous tes livres, quel est ton préféré ? Pourquoi dans La Tempête, le vent s'attaque à la maison de Clarisse ? Et enfin, pourquoi personne ne croit Umpopote ? Ce sont d'excellentes questions, ma chère Lison. D'abord, merci pour les compliments. Je peux te dédicacer le livre La Tempête, mais il ne faut pas que tu oublies que dans ce livre-là, ce qui est très très rare, je n'ai fait que les dessins. Le texte est signé Florence Sévos. Alors, première question, Claude Ponty, quel est votre livre préféré ? Je n'ai pas de livre préféré. J'ai eu à peu près pour chacun de mes livres une lettre d'un enfant ou d'un ancien enfant, très émouvante, qui me dit à quel point ce livre a compté pour elle ou pour lui. Chaque livre est devenu mon livre préféré à cause de ça, parce que des fois on m'a dit des choses tellement fortes, tellement émouvantes, que ce livre est devenu complètement spécial. Dans La Tempête, pourquoi le vent s'attaque à la maison de Clarisse ? Ça, il faut demander au vent. Et enfin, pourquoi personne ne croit Umpopote ? En fait, ça doit être que personne ne croit que Umpopote existe, je suppose. Le chien invisible. Ben oui, mais s'il n'était pas invisible, on le croirait. Et ça, c'est justement parce qu'il est invisible. Voilà. Et je te fais un gros bisou autorisé sur chacune de tes joues. Où se situe, d'après vous, la frontière entre une histoire mignonne
et une histoire gnangnan. Vu mon sale caractère et mon esprit de contradiction et mon mauvais esprit, je pense que dès que c'est mignon, il faut se méfier. Et si c'est moi qui l'ai fait et que je m'aperçois que c'est mignon, je pense que c'est grave. Vous coupez ? Ça dépend parce qu'on peut avoir besoin d'un truc mignon à un moment. Alors, l'anti-cucu, c'est assez facile. Pas de bleu pour les garçons, pas de rose pour les filles, pas de soleil là où il n'y en a pas de sourire à toutes les pages. À un moment, je me suis dit, plutôt que de faire du mignon, j'ai l'impression que vous étiez un auteur du chou. C'est assez chou ce que vous faites. Ah, disons que j'aime bien qu'il y ait de la douceur. J'aime bien qu'il y ait de la tendresse. C'est aussi plus intérieur au personnage. C'est-à-dire que quand quelque chose est mignon, c'est quand même un regard extérieur. Tandis que s'il y a de la tendresse, ça vient forcément de l'intérieur. Est-ce que je peux vous demander de nous raconter la réaction que vous avez eue un jour, il y a longtemps, en voyant dans un parc une maman gifler son enfant ? Pardon. Donc j'étais dans un square et je vois une maman frapper son enfant, lui mettre une fessée, mais en le tenant debout par l'épaule. Et je me suis approché et j'ai dit « Je peux le faire, j'adore ça, je peux le frapper ». Et elle a arrêté immédiatement. Et elle s'est barrée. Mais là, j'oserais plus faire ça. Hein. J'aimerais qu'on revienne ensemble sur la genèse de votre premier roman pour adultes, Les Pieds Bleus. Au départ, vous pensiez que c'était un roman pour enfants. Oui. Comment avez-vous pris la décision de changer de ton, de changer de lectorat ? Assez vite. Hein. Je me suis dit, ça va pas. Je dis pas ce que je veux, je dis pas comme je veux. C'est pas pour enfants. Qu'est-ce qui allait pas ? C'est pas tellement que j'édulcorais, c'est que j'en disais moins. Et je voulais pas en dire moins. Voilà. J'ai continué à écrire. Et là, ça allait bien. Alors, après, j'avais la rage. Je sais qu'il y a des fois, je me suis marré. Je me dis, oh putain, je vais le raconter comme ça, tu vas voir. Mon père m'écrase les bottes de ma mère en pleine figure. Lentement, il tourne les talons qui me tordent les lèvres. Il parle avec sa voix de gifle froide. Tu les mettras, ces bottes. Aplati contre la porte de la cuisine, je colle au givre des vitres qui me glacent le dos. Je dégouline de trouille devant et je gèle par derrière. Tu les mettras, même si je dois te réduire en bouillie avant. Et plus j'attends, plus ce sera pire. Ça fait une demi-heure qu'il m'a coincée avec ses chaussures trempées de la veille. Elles n'ont pas séché pendant la nuit. Il les a arrachées et balancées derrière lui, à l'autre bout de la cuisine. Quand j'ai dit que je n'avais que ça à mettre, il a dégoté ses foutues sales bottes de ma mère. Mais ça! Je me suis enfoncée en moi comme un parapluie télescopique sans m'arrêter. Parce qu'à l'intérieur de moi, ça a dit non. Et qu'en même temps, ça disait que j'avais perdu d'avance. Claude Ponty, Les Pieds Bleus, première page. Et ça continue comme ça. Hercule doit se rendre à l'école avec les bottes à talons de sa mère. C'est une histoire vraie ? Oui. Oui. J'étais obligé d'aller à... En plus, ma mère, comme c'était la même école, elle l'aurait raconté à mon instit. Je me suis fait chambrer. Tout ce premier chapitre possède une force assez rare dans la manière que vous avez, en quelque sorte, littérairement, de retenir vos coups via des phrases brèves et tranchées, des images brutales et bizarres. Il a son sourire, il est parti pour m'écharper, et quand j'aurai fait comme il veut, je serai vide. Tout l'intérieur de la peau raclée par des ongles de fourmi, je serai comme un crachat, mon propre crachat, je ne vais pas m'aimer. Oui, l'éditeur m'avait dit que je me rendais pas compte de la puissance du texte. Je crois que encore aujourd'hui, je m'en rends pas vraiment compte. Je suis surpris que ce soit moi qui ai écrit ça. Je m'oublie assez facilement.
Comme votre alter ego arrive à l'école avec les pieds congelés, son imagination le sauve. Il s'imagine Apache, de la tribu des Pieds Bleus. Il parle comme un Indien de western ou de bande dessinée, et la fièvre lui donne des hallucinations, ce qui vous permet de faire naître d'autres images. Un gros doigt moqueur avec une petite bouche sous l'ongle, un énorme lapin avec une lanterne entre les oreilles qui dévore le narrateur, qui va lui crever les yeux. Vous enchaînez les chapitres très courts, 2-3 pages, qui sont souvent des scènes très éloquentes, qui nous familiarisent avec le père violent, avec la mère démissionnaire, ou le meilleur copain idéal, qui choisit lui aussi de devenir un pied bleu en allant à l'école avec les bottes de sa sœur. Très vite, nouveau rebondissement, et je n'en dirai pas plus après ça, le meilleur copain, en traversant un lac gelé, c'est horrible, tombe dedans. Son père accuse Hercule de la mort de cet enfant, il l'enfonce, ça dure plusieurs jours, et Hercule se sent comme une maison avec la façade démolie. Le vent, le froid rentrent dans mes pièces, défonce les portes, la mort aussi est entrée, j'ai peur partout, il n'y a plus personne chez moi, toutes mes fenêtres craquent. Sauf que la clope, le copain, n'est pas mort, c'est un mensonge de cette vipère de père, on est seulement en page 32 et franchement c'est très tendu. J'aimerais savoir comment vous avez travaillé cette tension dramatique. Ça, c'est pas autobiographique. J'ai mélangé plusieurs situations pour en faire un condensé, mais j'ai été nourri de quantité de scènes de mon enfance, de quantité de situations. Donc j'avais une énergie folle, et il fallait brider. Je dois dire, en compliment à l'éditeur de l'époque, c'est que ce texte-là, je l'avais écrit tout pareil. Cette espèce de langage imagé, infantile. Qui restera comme le langage de votre héros, qui a 12 ans. Et il m'a dit que j'avais peut-être intérêt à avoir 2 langages. Plus neutre, celui du narrateur, pour l'action, les décors. J'ai essayé et il avait raison. Et donc ça a beaucoup changé le livre aussi. Les contrastes étaient plus violents, les paroles de l'enfant étaient beaucoup plus puissantes et la narration en elle-même plus apaisée. Vous terminez souvent vos chapitres par des phrases sèches, par des images très fortes, comme devrait le faire, à mon sens, tout bon roman. Est-ce que vous aviez à l'époque un modèle d'écrivain en tête pour produire ces effets ? Raymond Carver, l'écrivain américain. Raymond Carver, l'écrivain américain par exemple, d'un recueil de nouvelles intitulé Parlez-moi d'amour, qui fonctionne beaucoup à l'économie, au dépouillement. Alors, pour moi, c'était pas du minimalisme, c'était de trouver la façon la plus forte, la plus claire et la plus précise. Ce bouquin, c'était un jet, c'était... Mais c'est fou à quel point il est maîtrisé. Moi, je trouve ça vraiment très impressionnant. Les autres ont marché moins bien. Combien de temps vous avez mis à l'écrire ? 3 mois. C'est pas beaucoup. C'était par chapitre. Alors, sur le travail d'édition, il faut dire, un truc typique des premiers livres ou des premiers romans, c'est qu'il y a un truc qu'on met tout le temps. Et moi, il passait son temps à vomir. Tous les 10 pages, c'était assez drôle. Et au début, j'arrivais pas à supprimer, je disais, parce que c'était le seul moyen d'expression que je trouvais pour lui, d'expression de lui. Et l'éditeur m'a dit, non, il vomit trop, là. Qui était cet éditeur à l'époque ? Olivier Cohen. Ouais. Ah oui, c'était lui-même. C'est lui qui a trouvé le titre aussi. Ce que j'accepte pas facilement, Les Pieds Bleus, c'est parfait. C'est le titre absolu. J'aimerais savoir comment ce roman, Les Pieds Bleus, a été accueilli à l'époque. C'est toujours un peu étonnant parce qu'on pense que ça va pas être très bien pris dans la famille. Et, pas forcément. Mon père a très mal pris. Ma mère a moyennement pris. Jusqu'au moment où elle l'a relu 10 ans après. Elle m'a dit « Oh, c'est bien, j'ai relu, je retrouvais la beauté de l'enfance et tout. » Je me suis dit qu'elle était vraiment barge. J'ai trouvé du bonheur à relire ce livre parce que c'était enchanté, c'était beau. En 1995, vous avez déjà publié plus d'une vingtaine d'albums pour enfants. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un malentendu ? Que quelqu'un comme vous puisse écrire un livre aussi violent ? Non. D'abord, il s'est très bien vendu, ce qui était plutôt une surprise. Il y a eu les gens pour dire « Ah, je comprends mieux les livres qu'il fait pour enfants ». Il y a eu les gens pour dire je n'imaginais pas du tout une personne comme ça. Et il y a eu les gens pour dire, ce qui m'attendrissait plus, c'est je reconnais mon enfance. Parce qu'effectivement, les parents qu'on avait dans les années 50 étaient tous, pour beaucoup, sur ce modèle-là. C'est-à-dire intransigeant, violent, dominateur, etc., etc.
Des fois, je rencontre des gens qui me disent « Je comprends pas, t'as vraiment vécu ça ou comme ça ?» J'ai pas vécu tout, j'en ai rajouté, j'ai changé des choses. « Ah mais moi, j'ai pas eu une enfance comme ça. Ça me surprend. » Mais la plupart du temps, je dis « Mais tes parents, ils t'aimaient ?» Déjà, ils faisaient des enfants sans faire exprès, ce qui était assez pénible. On est des enfants dont on ne voulait pas et à qui on le dit très clairement. Le rapport des parents et des enfants de l'époque, c'est très symptomatique. J'ai plein d'amis dont la mère a dit « J'ai essayé d'avorter, mais j'ai pas réussi. » On est parti dans les champs et on roulait là où il n'y avait pas de route pour être secoué dans la 2 chevaux. Mais tu t'es accroché. Plein d'histoires comme ça de ma génération. Claude Ponty, j'aimerais qu'on revienne une dernière fois vers vos livres pour enfants. Oui. À bien des égards, ce sont des ouvrages progressistes qui témoignent des évolutions de la société, de la famille et de l'éducation. Déjà très souvent, vos livres sont menés par des héroïnes. Adèle, Petroni, Lily Prune, Brouty, des filles ou des femmes fortes, indépendantes. Il est intéressant de savoir qu'au début de votre œuvre, vous écriviez d'abord des histoires d'hommes en mettant ensuite des femmes à la place. Jusqu'à vous dire, mais non, on ne peut pas les substituer. Mettre juste filles à la place de garçons pour les enfants, c'est stupide, puisque garçons, c'est des culturels, et filles, c'est aussi culturel. Un enfant est une personne qui se construit. Et là, dans plein de situations, ça n'a aucun intérêt de savoir s'il est sexué physiquement ou s'il est genré socialement. Donc, on peut être libéré de ça. C'est vrai que les mouvements féministes et intellectuels des années 68, 70, etc., mettaient de la sexualité partout. Dolto a dit des horreurs, François Giroud a dit des horreurs sur on peut aimer les petits garçons, etc. C'était l'ère du temps. Ça me choquait sans que je sache exprimer le choc parce que j'étais qui j'étais. Mais tout était sexué. Dans la bande dessinée, on mettait des zizi à Mickey, on revisitait tout ça. C'était libérateur, c'était drôle, mais c'est aussi assez faux. C'est-à-dire que les enfants petits ont la sexualité qu'ils ont, ou la non-sexualité qu'ils ont, ou le genre qu'ils ont. Tout ça est en fabrication, en construction, est vague et indécis et imprécis. Et en fait, on a juste à être éminemment respectueux en face de ça. Et si on est juste respectueux en face de ça, je parle des enfants petits, il y a juste à pas leur en parler. Votre ouvrage le plus éloquent sur la question du genre, c'est Le Fleuve, en 2018. Dans un pays mythique, les grands-parents peuvent choisir à leur mort le genre dans lequel se réincarner. Un grand-père émet le souhait de se réincarner en fille, une grand-mère en garçon. Vous êtes parti, pour cela, d'une histoire inuite rapportée par votre amie Marie Desplechin, que nous saluons. Dans un livre que vous avez co-signé avec elle, Enfance, au pluriel, vous dessinez une véritable inuite qui se disait être la réincarnation de son grand-père. Oui. Dans cette culture, donc, un parent peut donner son nom à un enfant à naître pour se réincarner. Peu importe le sexe de l'enfant, il est éduqué selon le genre du parent jusqu'à sa puberté. Chez les Dong Ding, toutes les filles portent 3 nattes. Les garçons, une seule. Et les enfants, qui ne savent pas encore s'ils seront filles ou garçons, portent 5 nattes. Quel que soit le nombre de nattes, les enfants s'occupent à jouer et jouent à s'occuper. Et curieusement, en 2018, à la sortie du Fleuve, aucun critique n'a évoqué cette question du genre. Les gens se sont plutôt concentrés sur le décor écologique, l'écologie et le régime végétarien vegan. Ouais. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas énormément de critiques journalistiques sur nos livres, nous autres auteurs pour enfants. C'est assez surprenant parce que le sujet est quand même extrêmement clair, extrêmement explicite. Et puis quand même, il finit sur un truc qui à l'époque n'était pas forcément consensuel, de dire qu'ils sont ensemble et ils seront garçons et filles quand ils voudront. Comme c'est étrange. J'ai ma grand-mère à l'intérieur de moi. Elle se met au balcon de mon oreille et elle me parle de ma vie de fille, si pleine et si belle. Et je suis d'accord, je trouve ma vie de fille très belle et très pleine. Claude Ponty, Le Fleuve. Autre petit exemple de votre modernité en avance, en 1993, dans Okilele, l'album se termine par une définition toute simple du consentement. Il lui restait donc une chose à faire, aller chercher la princesse et l'épouser,
si elle le voulait bien. Le coup du roi qui a un problème, soit sa fille est malade, soit il y a un dragon qui bouffe tout le monde, soit rien. Le petit gars, il arrive, il est pas noble, il a rien, sauf que s'il réussit, soit à guérir la princesse, soit à tuer le dragon, soit à éliminer, je vois, il épouse la princesse en récompense. Et ok, ouais. J'en ai lu qu'un où elle n'est pas d'accord. Ce qui est quand même aussi une espèce de métaphore du viol-mariage. C'est-à-dire qu'on les force et puis c'est marrant, mais elles sont heureuses, quoi. Est-ce qu'on peut parler d'argent? Aux enfants? Ou à moi? De vos conditions financières? Jusqu'à un certain point, oui. J'ai planqué ma Rolls, vous la verrez pas. À combien s'élevait, de mémoire, l'avaloir reçu des éditions Gallimard pour votre premier livre publié en 1986, l'album d'Adèle? D'aussi loin que j'ai fait des livres à aujourd'hui, je ne prends d'avaloir que le même que les autres. Et à l'école des loisirs en ce moment, ça doit être 3 000 €. C'est un vieux truc d'éducation que j'ai eu, que gagner de l'argent en faisant des dessins, c'était quasiment du vol. En tout cas, c'était totalement immoral. Et que quand est-ce que tu auras un vrai métier? Patati et patata. Donc, je ne reçois de l'argent que parce que mes livres se sont vendus. Depuis le début de votre collaboration avec l'école des loisirs... Et même Gallimard. J'ai pris ce qu'on me donnait. À peu près 3 000 € par livre. Mais 3 000 €, ça doit être depuis 2 ans. Avant, c'était moins. La même chose que tous les autres auteurs. Oui. Peu importe votre succès. Oui. Le succès, c'est moral, entre guillemets, chrétien, judéo, couillon. C'est que si ça se vend, je gagne des sous. Si ça se vend pas, je gagne pas de sous. Quand on est peintre ou sculpteur, plus on est connu, plus on vend cher. Mes livres se vendent toujours le même prix. Et il y a des collections de poche, pas chères. J'y tiens beaucoup, et l'école des loisirs, il tient beaucoup. Mais je gagne plusieurs SMIC par mois. Ça va, j'ai une belle maison, j'ai un petit appartement à Paris. J'ai absolument pas à me plaindre du tout. La grande chance que j'ai, c'est que j'ai un éditeur, l'école des loisirs, qui, pour moi, comme beaucoup d'autres, fait vivre beaucoup de livres. Je ne sais pas combien j'ai écrit ou dessiné de livres. Plus de 70. Quand je reçois le relevé de droit d'auteur, je reçois une pile de feuilles. Parce qu'en plus, les livres, il y a la version couverture dure, cousue, etc. Et puis la version petit format et la version brochée. Un éditeur qui fait vivre son fonds comme ça court pas les rues. Alors c'est très bien parce que j'ai pas une retraite gigantesque, je vis essentiellement de mes droits d'auteur. Est-ce que vous travaillez tous les jours? Oui, mais de moins en moins. Il y a une époque, je travaillais 10 heures par jour, y compris les week-ends quand c'était la mise en couleur. Et aujourd'hui, je travaille plutôt 3 ou 4 heures par jour. De quelle heure à quelle heure? Le soir. La nuit, après le repas? Non, pas la nuit, mais je suis en forme 17h à 21h. C'est ma grande forme, là. Mais je travaille beaucoup moins. Avant, quand j'étais en grande forme, je faisais un grand format pour la rentrée et un moyen format pour le printemps. Longtemps que je fais plus ça. Là, j'essaye de faire un livre en 2 ans. Mais j'y arrive pas vraiment. Je trouve toujours un autre truc à faire. J'arrive pas à rien faire. Une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcelet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre? Ça va pas être un son. C'est le regard de ma fille bébé quand elle est née et qu'elle m'a regardé. Elle m'a traversé. Je la tenais comme ça, comme dans les films. Elle m'a regardé, elle était en face. Là. Elle était toute petite. Elle avait eu un massage cardiaque parce qu'elle n'était pas sortie facilement. Elle m'a regardé, mais c'était incroyable. La quantité de choses qu'il pouvait y avoir dans ce regard. Alors on va dire, le son, ça va être le bruit de l'impact du regard de ma fille qui venait de naître quand ça m'a traversé et que ça a percuté le mur. Qui se débrouille pour le fabriquer, ce bruit-là. Et quand il traça sa ligne... Sur le mur, une poule picote du pain dur. C'est la poule de la chanson, mais elle ne le sait même pas. Sa chanson, à elle, elle ne la connaît pas. Elle est nulle. De ne rien savoir à ce point, ça la colle au mur. Alors, les petits lui chantent sa chanson.
Aussitôt, la poule lève la queue et puis s'en va, laissant une petite plume. Claude Ponty, Pétronille et ses 120 petits. Dernière question. J'ai toujours pensé, avez-vous dit, que j'étais vieux et que je deviendrais un vieux épouvantable qui finira dans un fauteuil roulant avec une mitrailleuse intégrée. Mitrailleuse lourde. Or, Claude Ponty, pendant le premier confinement, vous avez publié chaque jour sur les réseaux sociaux une chose à faire, soit une proposition de dessin et de coloriage pour les enfants, pour passer le temps et se sentir capable de réaliser son album à soi tout seul et à personne d'autre. Si vous deviez donner aux adultes qui nous écoutent une chose à faire, un exercice d'imagination en rapport avec l'écriture, ce serait quoi ? Qu'ils écrivent leur prénom le plus amoureusement possible. La plume grandit comme un artichaut. Tout le monde grimpe dedans et l'étrange artichaut prend son vol. Il connaît le chemin de la maison. Merci beaucoup, Claude Ponty. Merci à vous. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Bookmakers, les écrivains au travail, à suivre sur Arte Radio ou votre application de podcast préférée. Très grand merci à Charlie Marcelet pour la réalisation et le mixage, à Sarah Monimard pour la prise de son et le montage, à Sabine Zovigian pour les lectures, à Sylvain Cabot pour l'illustration, à Samuel Hirsch pour les musiques originales, ainsi qu'à Florence Cross pour sa réinterprétation de notre générique au saxophone que vous entendez en ce moment même. Remerciements additionnels, aussi pétaradants qu'une tempête invisible, à Dominique Dbeau et Benoît Thuot pour leur providentiel automobile, ainsi qu'à leurs filles Lison et Colline pour la lettre et les dessins. En parlant de dessin, que diriez-vous de suivre à la lettre l'exercice d'écriture recommandé par Claude Ponty à la fin de cet épisode, cette chose à faire? Dessinez votre prénom le plus amoureusement possible. Ce concours est ouvert à tous et à toutes, de 0 à 777 ans. Si ça vous botte, envoyez-nous votre dessin avant le 1er mars à l'adresse suivante, arteradio@artefrance.fr. Je répète, arteradio, tout attaché, @artefrance.fr. Les 3 plus belles calligraphies recevront en cadeau un album de Claude Ponty et seront affectueusement postés sur les réseaux sociaux. Le mois prochain, je recevrai avec joie Maria Pourchet. Et moi non plus, je n'ai pas peur de moi.